Alors avec moi pour commenter l'ActuTech cette semaine, Alain Staron, le disrupteur opérationnel, président cofondateur d'Artifil, une start-up disruptive forcément, dans le secteur de la maison intelligente. Et à vos côtés, Alain, Benoît Thiolin, qui est une personnalité, entrepreneur du numérique français, directeur de Cbrain France, une plateforme logicielle de digitalisation des process administratifs. On va parler non pas de vos activités, mais de Facebook. Enfin, Facebook Meta, je devrais dire maintenant, donc qui a dévoilé ses résultats et on s'aperçoit que pour la première fois de son histoire, il perd des utilisateurs. Déjà, première nouvelle, mais deuxième nouvelle, on découvre dans un document envoyé à la SEC, donc au régulateur des marchés financiers, un petit paragraphe qui dit que, en gros, ça va devenir peut-être compliqué de continuer à fournir Instagram et Facebook en Europe du fait d'un flou sur la législation qui concerne les transferts de données des utilisateurs vers les États-Unis. Alors, on a cru que d'un seul coup, c'était une menace de quitter le vieux continent et de nous laisser comme ça sans Facebook et Instagram. Bon, après tout, pourquoi pas, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Meta a évidemment réagi à ce qui était paru dans la presse pour nier toute menace et tout départ intentionnel. Mais pour autant, n'a pas nié que ça restait une activité risquée en Europe. Qui veut réagir ? Je sais pas, oui, je veux bien. D'abord, ça fait quand même déjà longtemps qu'on a des doutes un peu sur la croissance éternelle de Facebook, notamment en Occident et en particulier en Europe. Si vous regardez, il y a quand même eu des vagues. Facebook maintenant est implanté en Europe à peu près au milieu des années 2000. 2007, c'est le moment où vraiment ça commence à débarquer un peu. Et puis ça croît dans les années qui suivent. Mais si vous regardez les jeunes générations, en réalité, ils sont assez peu sur Facebook. Ouais. Donc, si on prend du champ et qu'on se place au niveau d'un méta dans lequel on va trouver aussi bien Facebook, bien sûr, mais surtout Instagram et WhatsApp, là, tout d'un coup, on retrouve, on va dire, une audience et une diversité d'audience qui est beaucoup plus large. Mais si on regardait uniquement que Facebook, nos enfants n'y sont pas, et nous-mêmes, y sommes un peu moins. Ça s'est aussi énormément clivé socialement, l'usage de Facebook. Donc, les interrogations sur Facebook en soi, elles sont déjà assez anciennes. Et par ailleurs, les détournements, les implications de Facebook dans le champ politique, etc., ça fait déjà des années qu'en réalité, ça crée des polémiques. Ils n'arrêtent pas de faire un peu les apprentis sorciers, ils changent les algorithmes. Rappelez-vous des débats évidemment très très profonds qu'on a eu sur l'élection de Donald Trump, mais qu'on a eu aussi au moment des Gilets jaunes, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que les changements des algorithmes, suite justement aux reproches qui avaient été faits à Facebook dans l'outillage du débat public au moment de l'élection de Donald Trump, avait eu comme conséquence aussi de mettre davantage l'accent sur les groupes locaux qui n'avaient pas été sans conséquence sur l'émergence des Gilets jaunes. Donc on sent qu'il y a un côté un peu apprenti sorcier qui ne rend pas service à Facebook. Alors ensuite, la question qui se pose sur vont-ils se retirer ou pas ? Oui, c'est une panoplie, dans la panoplie, on va dire, des armes dont ils disposent pour faire un bras de fer avec l'Union européenne. Qui est en train donc de réguler sur les plateformes numériques. Exactement. Et donc, c'est un dispositif pour pouvoir le faire. Un coup de bluff, un coup de poker, mais qui est quand même très dangereux parce que il y a quand même des millions, il y a d'abord des dizaines de millions d'usagers, ne serait-ce qu'en France. Il y a des centaines de milliers d'entreprises, d'associations qui en fait ont leur existence sur Internet, sur Facebook, parfois leur business model. Donc ce ne serait pas sans impact, c'est ça que vous dites, Benoît. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Par ailleurs, ça pose aussi une question de si tout d'un coup EDF vous menaçait de couper l'électricité en disant finalement ce marché m'intéresse pas, vous diriez je vais peut-être changer de provider d'électricité. C'est la même chose qui est posée sur Facebook. C'est une arme qui est un peu à double tranchant, dont il faut qu'ils usent avec énormément de prudence. Bah oui, parce que déjà que beaucoup de jeunes partent sur TikTok, donc... Exactement. Ouais, en fait, mais j'ai l'impression quand même... Le truc intéressant, c'est, ça y est, Facebook atteint son plateau en nombre d'utilisateurs. En même temps, perte à 1 million sur 2 milliards, c'est le 3e chiffre après la virgule. Donc ça dévisse autant en bourse, c'est caractéristique du manque de nerfs des investisseurs, mais bon, peu importe. Et c'est normal qu'ils atteignent un plateau. L'humanité est finie, le nombre de gens qui ont un téléphone est fini, le nombre de gens susceptibles d'intéresser est fini. Ce qu'il faut regarder, c'est l'ARPU, le revenu moyen par utilisateur. Et lui, il ne fait que grimper. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les Américains, c'est 60 € par personne, pour les Européens, c'est 20 €, et les Asiatiques, c'est 4 €. L'Europe est le 2e continent en termes de chiffre d'affaires pour Facebook. Donc, évidemment, non, ils ne vont pas s'arrêter comme ça. Bon. Après, évidemment, il y a du bluff. Il y a évidemment des solutions. Tout de suite, si on parle du problème d'où sont stockées les données, c'est un faux problème. Mais
ils font comme ça parce qu'ils craignent les problèmes suivants liés au Cloud Act et au RGPD. Qui fait qu'à un moment, ils risquent de ne plus pouvoir stocker eux-mêmes les données. Alors quand même, on est quand même tous d'accord que c'est vrai qu'il y a un flou juridique aujourd'hui en Europe, puisqu'il n'y a plus le Privacy Shield qui permettait de créer un bouclier sur les transferts de données extraterritoriales. Donc ça, c'est vrai. Le problème est devant. Et ça ne concerne pas que Facebook. Ça veut dire quand même que là, on pointe du doigt une problématique qui touche tous les géants numériques qui sont hors des frontières européennes. Absolument. C'est vrai. Autant dire tous les géants du numérique, pardon. Oui, absolument. mais c'est vrai que pour une plateforme comme Facebook, c'est particulièrement compliqué quand même. Pour une raison simple, c'est que c'est une plateforme de mise en relation, dans laquelle vous allez... c'est une plateforme qui crée du lien social. Hein, on peut contester ça. Enfin, ça fonctionne bien. C'est un annuaire mondial, en réalité, et qui s'est développé, au fond, un petit peu aussi, en même temps que cette mondialisation heureuse, sur laquelle, aujourd'hui, on a beaucoup plus de critiques qu'auparavant. Ce qui est assez différent avec une application dans laquelle vous allez avoir, en fait, l'essentiel de vos activités qui vont être localisées dans un pays. Donc, je ne dis pas que c'est toujours simple pour toutes les entreprises de tout d'un coup d'avoir des changements techniques qui sont extrêmement importants, qui peuvent coûter très cher et qui ne sont pas si simples que ça, mais qui sont solubles. Chez Facebook, c'est un peu compliqué parce que quand vous êtes en train d'échanger avec un ami américain sur Facebook, que vous allez sur une page d'une entreprise, je ne sais pas moi, canadienne, les données que vous allez y laisser, elles sont où? Elles sont aux États-Unis, elles sont en Europe. Ces données, elles sont européennes ou elles sont américaines? Elles sont les deux. Donc en fait, c'est pas si simple que de découper les usages sur une plateforme dont l'essence même, en tout cas pour une partie de ses activités, est mondiale et en tout cas très fortement liée en Occident, quels que soient les pays. Donc déjà, si on devait le faire en Europe, ce serait compliqué, mais on voit bien qu'encore une fois, c'est différent selon les types d'applications. Donc je pense que la question se pose quand même pour eux, c'est pas si simple que ça. Et ça pose peut-être une question qui est au fond, est-ce que des plateformes mondiales, qui sont quand même probablement pas le cœur de leur essence. Hein. C'est-à-dire que si vous regardez un peu les échanges que vous avez sur Facebook, il est fortement possible que pour un Français, 90% de ces échanges ont plutôt lieu, en tout cas avec des amis entre guillemets français, et probablement sur des plateformes pour une partie qui sont européennes. Donc, mais vous voyez bien qu'encore une fois, c'est ce découpage-là qui pose problème et qui se fait en toile de fond d'un débat qu'on a depuis quelques années sur ce qu'on appelle la balkanisation du web. Et si on croit... qu'on n'a plus un web complètement global. Et si on ne croit pas au fait que Facebook puisse partir comme ça du jour au lendemain avec Instagram sous le bras d'Europe, en revanche, le fait que ce soit un vrai risque financier, la réglementation sur la donnée en Europe, ça oui. Ah, c'est la fin d'un cycle. Enfin, on a déjà parlé plusieurs fois. Hein, ces entreprises se saisissent d'un Eldorado vierge, comme dans tous les Eldorado, ils foncent, ils se développent. On finit par comprendre qu'ils font quelques entorses aux libertés individuelles. Alors, la sensibilité dépend des continents, mais en Europe, on y est très attaché. Et donc, à ce moment-là, le régulateur intervient, et c'est en ce moment que ça se passe. Et on se pose la question pour ces plateformes, c'est quoi leur avenir? C'est quoi leur futur? Qu'est-ce qu'elles vont devenir dans un monde où les règles changent? Et pourquoi les règles changent? Simplement parce qu'il n'y avait pas de règles avant. Normalement, il faut bien en mettre, ne serait-ce que pour la protection des individus. Donc risque financier, oui, ça c'est réel. Risque financier, donc mutation probable. Mais je vais faire un peu de caricature ou de je ne sais pas quoi, mais on parle de métavers. Je ne pense pas que personne imagine qu'on puisse avoir 2 milliards de gens sur un métavers. En revanche, l'ARPU d'un utilisateur du métavers va être bien plus élevé. Donc si vous raisonnez vraiment purement financièrement, vous allez constater que vous n'avez pas forcément besoin d'attraper la terre entière avec peu d'argent, et vous vous limitez à moins de clients sur lesquels vous faites beaucoup plus d'argent, ça sera beaucoup plus rentable. Et donc peut-être que ce Facebook, Instagram disparaîtra d'Europe au moment où le métavers de Meta aura pris place. Très bien. On enchaîne avec la conférence ministérielle « Construire la souveraineté numérique en Europe ». Ça, c'était le titre du rendez-vous de lundi et mardi. On a évidemment parlé de la question du cloud, avec des engagements, 12 États membres qui disent unir leurs forces pour développer la prochaine génération de services et d'infrastructures cloud. En fait, c'est quand même le premier projet d'intérêt européen commun numérique qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, avec une enveloppe totale estimée à 7 milliards d'euros de cofinancement public-privé. Est-ce que ça vous a laissé un goût optimiste sur l'avenir du cloud en Europe ? Je vais encore me répéter. Allez, Alain. Le cloud, c'est bien, mais bon, les jeux sont à peu près faits. Donc c'est très bien qu'on mette de l'argent, qu'on trouve une sorte de souveraineté. Mais la vraie réponse, c'est le coup d'après. Le cloud ne va pas pouvoir stocker toutes les données. En attendant le coup d'après. Oui, mais mon point, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce programme pour le coup d'après?
Donc on parle d'innovation de rupture à un moment, on en va peut-être en parler dans un instant. Mais donc le cloud, il y a quelque chose à faire, mais toute proportion gardée, on n'a pas des poches non plus infiniment grandes. Et donc qu'est-ce qu'on met de côté pour encourager l'initiative suivante, puisque comme tous les cycles, le cloud va avoir une fin. Mais sauf qu'il y a des urgences et des choix aujourd'hui qui sont faits au niveau de l'économie et des États. Alors je voulais vous proposer qu'on prenne par Skype Francisco Mingorance, qui est secrétaire général de CISP, qui rassemble les fournisseurs d'infrastructures cloud en Europe et qui a publié une lettre ouverte du secteur du cloud qui a été envoyée à la vice-présidente de la Commission européenne, Madame Vestager. C'était concomitamment à la conférence d'ailleurs. Cette lettre ouverte est signée par plus de 40 entreprises européennes du secteur du cloud et elle demande à ce que le Digital Market Act, donc qui est en discussion aujourd'hui au Parlement européen, s'attaque de manière adéquate aux pratiques de certaines entreprises du logiciel. Bonjour Francisco Mingorance, vous êtes connecté avec nous, vous nous entendez, tout va bien? Bonjour, oui, je vous entends très bien, merci. Parfait. Alors, quelle est la motivation pour vous dans la publication de cette lettre ouverte, alors que justement l'Europe est autour de la table en train de discuter de solutions souveraines? Oui, merci pour cette possibilité de vous parler de la lettre des 41 PDG et associations qui représentent les startups et les entreprises européennes du cloud. La motivation, elle est simple. On a accueilli des annonces d'investissement et de financement public, mais le vrai enjeu, c'est un enjeu qui est sur les marchés. Et dans les marchés, on doit conserver la concurrence entre les entreprises fournisseurs de cloud. Or, les signataires de cette lettre à la vice-présidente sont inquiets, ils sont confrontés avec une situation urgente parce que des fournisseurs de logiciels historiques comme Microsoft et d'autres utilisent leur position dominante dans certains logiciels pour loquer leurs clients et les forcer à utiliser leur propre infrastructure cloud, notamment Azure. Et donc, ça, selon vous, ce n'est pas une question qui est adressée suffisamment clairement dans le règlement, le DMA? Pas encore, malheureusement. Et là, le DMA qui est en voie d'adoption sous présidence française devrait être clarifié pour s'assurer que ces abus de licence logicielle, qui en fait sont des pratiques tout à fait déloyales de certains contrôleurs d'accès, que ces abus sont interdits ex ante, c'est-à-dire qu'une entreprise, un contrôleur d'accès qui les applique dans ses contrats devrait tout de suite être soumis à des interdictions et des remèdes juridiques. Sans ces remèdes, le risque, ce qu'on voit, ce qui se passe maintenant, c'est que les fournisseurs d'accès des fournisseurs de cloud plus petits et des entreprises européennes qui sont très innovantes sont exclus de leur propre marché. Alors, parce qu'en France, quand même, cette question urgente, là, on n'est pas sur demain, on est sur aujourd'hui, de la concurrence possible ou non sur le cloud, elle commence quand même à prendre de l'importance. Pendant le débat de la campagne présidentielle, on a des candidats qui prennent position sur ce sujet. Benoît Thiolin. Oui, je pense que ça a beaucoup changé en quelques années quand même. Les questions de souveraineté numérique sont devenues tout simplement présentes dans le débat public alors qu'elles ne l'étaient pas. Et ça, c'est quand même un point extrêmement positif. Alors c'est vrai que quelquefois, on n'a pas toujours les solutions. Sur le cloud, très honnêtement, on ne les a pas complètement. Mais je dirais peut-être moins que vous. Je suis d'accord avec le fait qu'il faut évidemment parier sur les coups d'après, c'est une évidence. Il y a pas mal de choses d'ailleurs qui sont lancées ces derniers temps. Et c'est vrai que quand on regarde quand même les bilans des différentes commissions européennes ces 15 dernières années, quand on regarde ce que fait Thierry Breton, je reconnais, moi je suis assez admiratif des chantiers qu'il ouvre et qui sont très honnêtement sans commune mesure avec ce qui avait été fait jusque-là. Donc ça, on a quand même clairement à s'en réjouir. Il comprend ces problématiques et elles sont prises à bras le corps. Alors ensuite, c'est pas simple. Ça veut pas dire parce qu'on met une bonne politique publique en place qu'elle va forcément porter ses fruits. Ça dépend aussi du privé, ça dépend de plein de choses. Mais disons, on peut vraiment s'en réjouir. Et puis, il faut voir si ça va jusqu'au bout, parce que je voulais faire réagir, oui, pardon Benoît, je voulais faire réagir aussi Francisco sur la politique française autour du cloud souverain, puisque maintenant on a un label très fort pour définir ce qu'est un cloud de confiance en France, mais enfin c'est un modèle finalement qui permet d'intégrer les géants du numérique américains. Donc est-ce que ça vous met mal à l'aise ou pas ? Non, absolument pas. Nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une concurrence qui soit juste. Or, c'est pas le cas. Et maintenant, la fenêtre d'opportunité, elle se referme.
Et si vous voulez préserver un secteur européen des infrastructures cloud en Europe et conserver même la simple idée d'une souveraineté numérique pour ces infrastructures cloud, il faut agir maintenant. Et c'est la présidence française de l'Union européenne qui tient toutes les cartes dans sa main pour clarifier que le DMA doit régler ces problèmes de concurrence déloyale sur les services d'infrastructure cloud. Et là, que ce soit des Européens ou des Américains, s'ils jouent tous avec des règles, les mêmes règles et des règles justes, il y a un espace pour préserver une infrastructure cloud européenne, pour préserver et développer des offres souveraines. Et c'est vers cette direction qu'on veut aller. Très bien. Alain, ça correspond à ce que vous disiez sur les règles anticoncurrentielles. Exactement, c'est le truc de base. Effectivement, c'est très bien d'avoir... Qui ont pour l'instant eu raison du marché jusqu'ici, et maintenant on dit stop, quoi. Et ben exactement. On dit, en fait, on fait comme on a fait dans le temps avec les Bell Apps, qu'on avait avec le train, on sépare, on coupe en morceaux les monopoles verticaux pour laisser la place à la concurrence, qui est juste très sain. On va remercier et libérer Francisco Mingorance, secrétaire général de CISP. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette lettre ouverte que vous avez envoyée à la Commission européenne. On continue à parler de cette conférence sur la souveraineté numérique. Il y a notamment toute la partie Scale-up, l'initiative Scale-up Europe qui a été lancée par Emmanuel Macron en mars 2021 pour créer 10 géants technologiques valorisés à plus de 100 milliards d'euros. Donc grosse ambition. Alors pour cela, ils vont créer un fonds de fonds. Ça ne complique pas les choses, ça ? C'est un moyen de mutualiser l'argent, donc c'est pas idiot. Après, c'est aussi quelque chose qui commence à transparaître. Parce que quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes une start-up, vous allez lever des fonds. Bon, on s'adresse aux fonds nationaux, puis après il y a un fonds européen, mais là il va y avoir un fonds européen de fonds. Oui, enfin, je sais pas. Non, ça me choque pas. Enfin, qu'on trouve les moyens. Il faut voir quand même qu'on pendant très longtemps, on était quand même un petit peu contraints de traverser l'Atlantique pour aller chercher de l'argent. Donc, qu'on mette un peu tous les moyens sur la table, et ils sont parfois byzantins, mais l'Europe est un peu comme ça aussi. Moi, ça me choque pas. Je dirais à la fin. Si c'est efficace, tant mieux, quoi. Non, effectivement, nous on voit très concrètement, on voit des propositions de subventions européennes, et donc il y a BPI France, mais maintenant il y a aussi l'Europe, European Innovation, c'est pour je ne sais plus quoi. Bref, avec pas mal d'argent, donc on est très content de pouvoir soumettre nos dossiers dès parce qu'on invente des trucs. Donc inventer, il vaut mieux que ce soit financé, et si l'Europe finance cette R&D, c'est vraiment très bien. Le scale-up, c'est malheureusement pas que ça. C'est aussi à un moment, pour passer à la vitesse supérieure, avoir un investisseur privé, ça peut plus être un investisseur de type État qui prend le relais et qui, on a parlé de Cruise la semaine dernière, General Motors, mais et son taxi autonome, en milliards d'euros sur son taxi autonome, il n'y a aucun industriel de la voiture européen, français pas et allemand non plus, qui aille jusque-là. Donc, et pourquoi ? Parce que là, on parle en milliards d'euros, il ne faut pas les trouver dans des subventions, ils les trouvent auprès de venture capitalistes. Là, ce ne serait pas des subventions, on parle vraiment d'un fonds, oui, c'est d'investissement, d'un fonds de fonds. Et ça va plutôt dans le bon sens, du coup, tout à fait. Et c'est plutôt la France et l'Allemagne, pour l'instant, qui se sont engagés à investir 1 milliard d'euros chacune. D'autant qu'il y a quand même un enjeu, qui est que c'est très bien de soutenir les startups, mais à la fin, si cet investissement en intelligence, en moyens humains, en argent, en temps, finit par basculer aux États-Unis et à être acheté par une boîte américaine, c'est quand même un sujet. Donc il n'y a pas simplement, c'est bien de faire éclore des startups, on a été le premier à essayer de pousser tout ça, mais il faut aussi avoir le souci quand même qu'à un moment donné, dès que c'est mature, ça bascule pas sous contrôle américain, parce que c'est quand même un sujet. C'est l'idée des 100 milliards. Exactement. Une boîte à 100 milliards, c'est plus difficile à racheter. Bon, on n'a pas le temps d'aborder tout ce qui a été dit, notamment sur les communs numériques. Je trouve que c'était intéressant. Voilà, il y a eu des engagements de 16 États membres sur les communs numériques. Il faut le saluer. Il y a vraiment une nouvelle doctrine qui est en train d'émerger, je l'espère. Je voulais aussi vous faire commenter l'annonce par le Premier ministre Jean Castex d'une aide qui passe à 300 € pour aider les particuliers ou les entreprises d'ailleurs à s'équiper d'une connexion Internet haut débit. Avant, c'était 150 €. Alors, j'ai regardé un peu les tarifs, moi, si on veut se connecter, si on est dans une zone rurale ou une zone blanche et qu'on veut accéder à une connexion Internet, alors c'est très cher. Oui. C'est très cher et évidemment c'est bien d'aider
Et bien sûr que c'est bien, on ne va pas dire le contraire. Aider des gens qui ne peuvent pas se payer une connexion Internet à un moment où c'est devenu une infrastructure essentielle. Donc en fait, si vous n'êtes pas connecté à Internet, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas faire, y compris dans votre vie quotidienne de tous les jours, administrative, santé, etc. Donc c'est vraiment un sujet d'inégalité absolument profond. Qu'on cherche à corriger ça, c'est bien. Ensuite, c'est quand même le symptôme de quelque chose qui ne va pas. Parce que, très honnêtement, quand même, le plan très haut débit, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait plus de 10 ans qu'il a été lancé, il a été relancé je ne sais pas combien de fois. Et c'est lent, quoi. Et ça, c'est quand même un peu triste. Moi, j'ai pas mal de contacts et d'amis qui vivent en région, et ils ont tous le même discours, que c'est lent, que quelquefois la trachée a été faite à 10 mètres de chez eux, qu'ils sont incapables de savoir, ils écrivent à l'ARCEP, etc. Ils sont incapables de savoir quel est l'opérateur, qui est responsable du chantier. C'est un enfer, une jungle servicielle absolument dingue. Et c'est dommage parce que l'idée de fournir du très haut débit à tout le pays, partout, qui a un mythe assez français, un peu égalitaire, un peu une logique au fond, un peu d'arsenal. L'électricité, exactement. quoi. C'était une très bonne idée. Mais dans la réalisation, très honnêtement, 10 ans après, on n'y est toujours pas. C'est pas génial. Mais en fait, l'idée est excellente, mais il ne faudrait pas imposer les moyens en même temps qu'imposer l'idée. C'est très bien d'avoir du très haut débit partout, mais qui a dit qu'il fallait absolument que ce soit en fibre ? C'est impossible. Absolument, c'est les on voit bien qu'en région, il y a un moment, la fibre a des limites. Ça a bougé quand même là-dessus. Au départ, c'était l'idée. Ça a quand même bougé. Et donc, en fait, parce que, on dit c'est bien d'offrir à tout le monde tous les accès vitaux, mais si vous avez une maison qui est un peu en dehors de la route, c'est vous qui vous payez vous-même l'accès à l'eau et à l'égout. Donc, c'est un peu la limite de l'exercice. Donc, effectivement, on ne peut pas, avec une seule infrastructure, couvrir l'ensemble du pays. Je rappelle que sur le téléphone, les derniers continents n'ont pas tiré des lignes fixes. Ils sont passés directement en mobile. Au mobile, oui. On est d'accord. Donc maintenant, la question, c'est... effectivement, aujourd'hui, c'est assez cher. Si vous regardez l'abonnement 5G... Disons qu'avec 300 €, on couvre une année d'abonnement à peu près. Bon, voilà. Mais après, donc, sauf qu'on s'engage pour lesquels, pour tout le temps. Et puis ça dépend lesquels. Il y en a qui montent à 60 € par mois. Si vous faites par satellite, vous n'y arriverez pas. Absolument. Ça vous coûtera plus cher. Sauf si vous prenez Starlink. Non, Starlink, c'est plus cher. Et bientôt Kuiper. Starlink, c'est 100 € par mois. Je le sais, je suis abonné. Donc c'est 100 € par mois. Je le vois à 5 ans. Non, c'est 100 € par mois, donc c'est cher. Et les équivalents Nordnet ou autres, parce qu'il y a des offres Telsat françaises équivalentes. Starlink n'a fait que ajouter une technologie déjà existante avec un service un peu différent et des prix qui sont pas les mêmes. Mais c'est aussi assez cher. Alors, c'est plus compliqué, c'est à la française, c'est toujours un truc à louer, un dépanneur à acheter, etc. Mais au global, quand même, ça ne couvre pas, les 300 € ne couvrent pas. Merci, messieurs. Mais il y a les 4G, 5G, des choses comme ça. Et oui. Juste pour y accéder, il faut aller sur aménagementnumérique.gouv. On ne choisit pas son opérateur comme on veut. Il faut que ce soit un opérateur qui soit dans la catégorie du dispositif, donc éligible. Merci à tous les deux. Merci Benoît Thiolin, directeur de Cbrain France, et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. On se retrouve juste après la pause. On va parler mobile business et de ces chiffres fous de la pub mobile.